Amis des petits montages d'expérimentation radio, bonjour. Aujourd'hui, à la demande de Bob et à vrai dire aussi d'autres internautes, nous allons examiner un schéma qu'on retrouve très souvent, qui est le schéma d'un petit émetteur FM très simple. Mais justement, il est tellement simple que c'est vrai que c'est pas forcément évident de comprendre au premier abord, on va dire, comment il fonctionne. Alors, à vrai dire, c'est la version simplifiée d'un petit schéma que je vous avais déjà commenté il y a de ça plus de 2 ou 3 ans, je sais plus, hein, qui était basé en fait sur le même principe, mais qui était un peu plus complexe dans la mesure où il y avait un préampli BF, il y avait un étage de sortie. Là, on va dire, c'est vraiment la version la plus simplifiée, sachant qu'on peut même faire plus simple. Hein. Dans le temps, j'avais bricolé, il y avait un livre qui s'appelait, je sais plus, Micro-Espion, un truc comme ça, où on arrivait à faire encore même à faire un micro-émetteur comme ça, avec simplement, je crois, un transistor, une self, enfin bon. Bon, enfin bref, pour l'instant, on va regarder ce schéma qui est quand même, je veux dire, un grand classique. Et je vais aussi en profiter pour faire quelques rappels un petit peu théoriques sur les oscillateurs en général, pour justement comprendre comment ça fonctionne. Alors, justement, ce schéma, c'est quoi? Donc, c'est un petit émetteur FM qui, de toute façon, va avoir une puissance très limitée. Déjà, bon, on va y alimenter avec une pile de 9 volts. Mais en même temps, voilà, BC547, c'est pas vraiment un transistor de puissance, mais enfin voilà, je veux dire, il n'y a aucune chance que ce truc-là ait une grande portée. En ayant une antenne, je veux dire, bien foutue et tout, on peut peut-être espérer 10, 20, 30 mètres maximum. Enfin voilà, faut vraiment pas s'attendre avec ce montage à avoir de la puissance. Et on va voir tout à l'heure qu'en même temps, il a plein d'autres défauts. Enfin voilà, c'est plutôt, je veux dire, un truc pour bricoler, pour s'amuser, que quelque chose de vraiment utile. Alors, un émetteur, je rappelle que la modulation FM consiste à avoir une onde pure, sinusoïdale, qui est ce qu'on appelle une onde porteuse, donc qui sera à la fréquence, justement, enfin ça on a l'habitude, quand on dit que voilà, j'écoute Radio Toto sur 88 MHz, voilà, c'est la fréquence de la porteuse. Donc là, on peut l'ajuster avec ce condensateur variable, on va dire globalement dans la bande FM, qui va de 88 à 108 MHz, et que cette onde après soit modulée en fréquence, c'est-à-dire que elle va varier très légèrement autour de cette fréquence centrale au rythme de la modulation qui ici est donnée par le micro, c'est en fait la BF. Donc derrière, voilà, quand on a un récepteur, il va recevoir cette onde porteuse sur laquelle il va s'accorder, je vous avais déjà montré un petit peu ça, et derrière, grâce à un système, elle va transformer cette variation de fréquence, qui est très faible généralement par rapport à la fréquence de la porteuse, dans le signal BF d'origine, mettre un ampli, un haut-parleur, et c'est comme ça qu'on peut entendre le truc. Donc basiquement, quand on fait un émetteur, il faut déjà avoir un oscillateur, osciller à la fréquence, on va dire, de la porteuse. Cet oscillateur, après, grâce à un dispositif, on va justement faire varier sa fréquence autour de cette fréquence centrale au rythme de la basse fréquence. Et derrière, alors, on attaque comme ici directement l'antenne. Mais il n'y aura pas une énorme puissance, vu que ces oscillateurs-là sont pas très puissants. Après, généralement, voilà, on peut mettre derrière des fils, des amplis, tout ce qu'on veut. Enfin voilà, ici, on va dire, le truc, c'est en gros, c'est quoi cet émetteur? C'est un oscillateur, voilà, qui oscille directement sur la fréquence, je veux dire, centrale, et qui est modulé ici par ce micro. On va voir comment. Alors, avant d'aller plus loin dans le fonctionnement, je voudrais faire quelques petits rappels sur un petit peu la théorie des oscillateurs. En gros, il y en a plusieurs, mais enfin celle-là, c'est une qu'on retrouve très souvent et qui est basée sur quelque chose qui s'appelle le critère de stabilité de Barkhausen. Je vous mettrai des liens en commentaire pour ceux qui veulent approfondir. Mais en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que très souvent, un système oscillateur comme ça, il est composé d'un amplificateur qui est muni d'un système de contre-réaction, voilà, et qui en fait réinjecte la sortie sur l'entrée. Et pour que ça oscille de façon spontanée, c'est ça le critère de Barkhausen, il faut 2 conditions. Le premier, c'est que la gain totale de la boucle soit égale à 1, c'est-à-dire que en gros, le signal qui est ici, quand il revient ici, il revient avec la même amplitude, on va dire. Et il faut aussi que le déphasage total de la boucle soit 0 ou multiple de 360 degrés. Ce qui, quelque part, se comprend assez aisément. Je veux dire, en gros, à cet endroit-là, le truc, il oscille à 100 MHz.
partout dans la boucle, il va osciller à 100 MHz. Alors, à un moment donné, il va avoir des phases différentes, mais quand il revient ici, ben, on comprend bien que ça marcherait pas. Si le retour n'était pas en phase avec l'entrée, ben, ça ferait forcément des bêtises. Alors, quelque chose que j'aime bien pour comprendre ça, c'est de faire une analogie que tout le monde connaît, qui est l'analogie de la balançoire. On connaît tous les balançoires, hein, attachées à un portique, on s'assoit dessus, et on se balance, et on est bien content. On constate que quand on est assis sur la balance, une fois qu'on s'est donné un petit élan, on reste à balancer de façon continue, je veux dire, à une fréquence qui varie pas, en fait, mais avec une amplitude qui a tendance à varier. C'est-à-dire, une fois qu'on a été poussé, on se balance, je sais pas moi, voilà, une fois par seconde, et si on fait plus rien, bah, on s'aperçoit que à cause des frottements de l'air, à cause des frottements de la corde, de la balançoire, et ainsi de suite, l'amplitude en fait du balancement diminue de plus en plus jusqu'à s'arrêter. Si on voulait se balancer de façon continue, ce qu'on ferait, c'est que bah voilà, on se lancerait, on va dire, on va pas parler pour l'instant du démarrage, mais je veux dire, on se lancerait la première fois, donc je sais pas, avec une amplitude de 1 mètre par exemple, et à chaque balancement, on redonnerait une petite pichenette de façon à compenser en fait la perte de frottement. Et en faisant ça, bah voilà, tant qu'on aura cette petite pichenette, on se balancera toujours à la fréquence. Alors déjà, on comprend bien un petit peu cette histoire de phase. Hein, quand on fait ça, bah on comprend bien qu'à chaque fois que quand on pousse quelqu'un, on le pousse pas n'importe quand. On le pousse en fait en phase avec son balancement. C'est-à-dire qu'au moment où on lui donne cette impulsion, bah voilà, on est derrière la personne, hop, la balançoire arrive, on la repousse et on la pousse en phase. Si on la pousse pas à la même fréquence que le balancement, ça ira pas. Donc ça, c'est la première chose. Et on comprend aussi que, bah en fait, il faut pas pousser n'importe comment. Si je pousse pas assez fort, bah au bout d'un moment, il va se balancer de moins en moins. Si je pousse trop fort, il va se balancer de plus en plus, jusqu'à temps, alors, dans une balançoire, il pourra faire le tour, ou s'il y a des butées, ben, jusqu'au moment de pousser en butée. Donc voilà, on comprend de façon complètement instinctive que, en gros, il faut pousser juste de façon à compenser, on va dire, les pertes. Donc l'idée d'un truc comme ça, souvent, comment ça marche justement, c'est que on va mettre un amplificateur, voilà, qui est actif, hein, dans la mesure où un oscillateur, pour qu'il fonctionne, généralement, il faut qu'il y ait quelque part quand même quelque chose d'actif. C'est-à-dire en fait, il faut lui apporter de l'énergie pour justement compenser les pertes inévitables qu'il va y avoir. Et ici, un réseau qui peut être ce qu'on veut du moment que les conditions soient réunies. Et qu'est-ce qu'on va mettre très souvent ici? En fait, c'est un filtre. Mais c'est pas tellement, enfin, c'est un filtre qu'il faut considérer au niveau de la phase. Hein, rappelez-vous, quand je vous avais parlé des filtres, les filtres, on peut dessiner dans leur diagramme de Bott, par exemple, bah, leur réponse en fréquence, mais aussi leur réponse en phase. Et on s'aperçoit, en gros, que selon le type de filtre, souvent la phase varie. Ils sont pas toujours avec la même phase. Donc, imaginons ici que je mette un filtre qui déphase, je dis n'importe quoi, de 180 degrés, à une certaine fréquence, mettons à 1 MHz. Ça veut dire que à un moment donné, quand il y a pile 1 MHz dessus, il déphase de 180 degrés. 180 degrés, c'est la moitié de 360. Donc si ici je mets un amplificateur inverseur qui lui-même déphase de 180 degrés, bah, là je vais bien avoir cette condition qui fait que 360 degrés, c'est-à-dire mon signal ici sera inversé 180 degrés, il repasse dans le truc 180 degrés, bah, il se retrouve bien identique à lui-même. Donc voilà. Et alors, pourquoi ça oscillerait que sur cette fréquence du filtre? Bah oui, parce que si mon filtre, en gros, quand si le signal a tendance à aller sur une autre fréquence, bah, le déphasage n'est plus de 180 degrés, bah, la condition sera plus remplie, et le truc oscillera pas. C'est en fait plutôt finalement cette condition de phase qui fait qu'il va rester, en gros, sur cette fréquence d'oscillation. Ensuite, un filtre, généralement, introduit toujours des pertes. Hein, rappelez-vous que, par exemple, dans la vidéo que je vous avais fait sur l'oscillateur à pont de Vienne, ça marchait tout à fait selon ce principe, et le filtre de Vienne, je crois en gros, il divise le signal par 3. C'est-à-dire qu'il faut l'amplifier à nouveau par 3 pour compenser la perte. C'est-à-dire, lui, il fait moins 3, lui, il fait plus 3, et à ce moment-là, on retrouve bien la condition de boucle de 1. Donc voilà, l'idée c'est ça. Hein. Pour faire un oscillateur, généralement, ça fonctionne comme ça. Et bien sûr, comme je disais pour la balançoire, il faut pousser assez fort et pas trop. Donc ça veut dire qu'ici, l'amplificateur, généralement, il y a un système qui va le limiter. Hein. D'ailleurs, vous verrez dans la page que je vous mets là sur le critère de Barkhausen, ce critère-là, il dit pas que l'oscillation va durer longtemps. Pour qu'après elle soit stable dans le temps, il y a d'autres critères.
hein, et il faut qu'en effet, je veux dire, il faut que ces deux critères-là, ils sont nécessaires, mais pas forcément suffisants. C'est-à-dire, c'est nécessaire pour qu'ils rentrent en fait quelque part en auto-oscillation, mais après, pour qu'il reste à cette oscillation, bah, il faut que ça soit conservé. C'est-à-dire que la phase, elle reste toujours comme ça, et le gain de boucle de 1. Si à un moment donné, c'est plus vérifié, il va se passer des bêtises. Donc voilà, en gros, le système. Ce qui veut dire qu'en fait, cet amplificateur-là, il a généralement un système limiteur ou un contrôle de gain. Rappelez-vous, dans la vidéo sur le pont de Vienne, c'était l'ampoule, par exemple, qui jouait ce rôle de gain variable. Hein. On peut faire ça avec des diodes, on peut faire ça avec n'importe quoi, mais c'est impératif. Si ça ne marche pas, bah, s'il amplifie moins, bah, comme je vous dis, ça s'arrête. S'il amplifie plus, généralement, comme je veux dire, la tension, elle peut quand même, c'est un petit peu comme les butées de la balançoire. Si c'est alimenté en 9 volts, elle pourra pas tellement faire plus de 9 volts l'oscillation. Donc généralement, bah, il va aller en butée. Il va peut-être continuer à osciller, mais le signal sera plus du tout sinusoïdal. Il va tendre vers un signal carré. Et après, c'est un autre problème. Ça, un signal carré, je veux dire, il contient plein d'harmoniques. C'est pas forcément ce qu'on veut pour un oscillateur. Là, je parle d'un oscillateur, je veux dire, a priori, qui donnerait une onde pure pour une fréquence donnée. Bon voilà, hein, on pourra en parler pendant des heures, hein, il y a plein de façons de faire ça, mais je veux dire, je voulais quand même rappeler un petit peu cette théorie, hein, que vous pouvez tout à fait approfondir avec les liens que je vous mettrai. Hein, c'est dans le rôle un petit peu, on va dire, de vulgarisation. Alors maintenant, bah, comment on passe de cette théorie-là à ce montage-là? Alors pour l'instant, on va pas s'occuper de la partie micro, on va s'occuper que de la partie oscillateur. Donc cet oscillateur-là, c'est une topologie qu'on appelle un oscillateur Colpitts. C'est un oscillateur qui est très connu, hein, qu'on peut faire avec des tubes, avec des MOSFET, avec des FET, avec à peu près tout ce qu'on veut. Hein. Ça veut dire où il faut cette partie oscillateur. Mais en gros, on va retrouver exactement les mêmes parties que là. On va dire que la partie ici à amplification, bah, c'est le transistor, hein, avec, on va dire, la polarisation qui est faite par ces deux résistances. Et la partie contre-réaction filtre, eh ben, c'est L1, VC1 ici et C2 qui font le système. Donc voilà, c'est en fait le principe à la base c'est ça, sachant que ce qui reboucle la sortie sur l'entrée, ben, c'est ce condensateur en fait. Le condensateur qui est ici entre l'entrée, la sortie, le collecteur ici et l'émetteur, il fait ce rebouclage. Donc ça c'est la partie on va dire contre-réaction quelque part. Et qu'est-ce qui fait que par contre ça oscille qu'à une certaine fréquence? Ben, c'est ce réseau ici LC qui, je veux dire, va s'arranger pour que au niveau déjà de l'amplitude et surtout aussi de la phase, eh bien, il y a qu'à la fréquence de résonance de ce réseau parallèle LC que les conditions vont être réunies. En gros, ce truc-là, dès que on sera pas à cette fréquence de résonance LC ici de ce circuit-là, ben, les conditions de Barkhoden ne seront pas réunies et il oscillera pas. Donc voilà, c'est ça un petit peu le système. Après, bah là on branche tout simplement l'antenne là sur la sortie, voilà, mais sans amplification, sans rien. Donc ça, bah, c'est bien connu, hein, c'est un circuit oscillant dont on calcule la fréquence avec la formule de Thomson, hein, LC oméga 2 égale 1, et qui ici donc est constitué d'une self et d'un condensateur. Et comme tout circuit oscillant, bah, c'est pour ça que grâce, en faisant varier ici le condensateur, on va pouvoir varier, on va dire, sa fréquence centrale, et c'est comme ça qu'on va pouvoir ajuster la fréquence d'émission qu'on veut, par exemple 100 MHz ou autre. Le condensateur ici, alors on voit qu'il est 22 à 100 pico. Pourquoi? Parce que ce montage-là est généralement un petit peu capricieux, dans la mesure où les conditions d'oscillation, elles dépendent de plein de trucs, et c'est assez rare en fait que ça soit forcément répétitif. Le simple fait de changer de modèle de transistor, par exemple, fait que bah, ça va marcher plus ou moins bien. Donc souvent, ce condensateur-là, bah, soit on en met un ajustable, soit faut tâtonner un petit peu pour trouver le système. Alors, cet amplificateur, il est monté comment? D'un point de vue polarisation, il est monté en basse commune. Alors, ça paraît pas évident comme ça qu'il soit monté en basse commune. Mais en gros, il est monté en basse commune dans la mesure où, d'un point de vue haute fréquence, la base ici, elle est à la masse. C'est le rôle ici de C1. Alors, l'entrée ici se fait via l'émetteur et la sortie sur le collecteur. Donc on retrouve bien ici, comme je l'ai dit, cette contre-réaction. Alors ce transistor, pour qu'il fonctionne bien, rappelez-vous, je vous avais déjà parlé, il faut ce qu'on appelle faire une polarisation, dans la mesure où il faut lui donner un point de fonctionnement. Et cette polarisation, d'un point de vue continu, à ce moment-là, elle se fait via cette résistance R2 et ici R1, sachant que, voilà, en gros, cette résistance-là fait passer un courant dans la base.
ici, qui derrière, multiplié par le gain, a un courant qui passe à cet endroit-là. Alors honnêtement, ce genre de polarisation, c'est quand même hyper pourri quelque part, et c'est pas bon du tout. Hein. Enfin, je veux dire, ça fonctionne comme ça en mode bidouille, dans la mesure où il y a un petit peu de tolérance. Mais comme je vais vous le dire tout à l'heure, je veux dire, avec la température et tout, ça va varier. Enfin, c'est un petit peu une horreur. On va dire, c'est la polarisation, on va dire, un petit peu du pauvre minimum. Rappelez-vous ce que je vous ai dit dans les schémas. Quand on raisonne d'un point de vue déjà continu, c'est comme si les condensateurs n'étaient pas là. Donc les condensateurs ici, ils sont pas là d'un point de vue continu. Et la self là, c'est quasiment une résistance, on va dire, de très faible valeur. Ça veut dire que voilà, ici il y a rien qui passe, hein, à part peut-être un très faible courant de fuite, mais le gros courant là qui va passer entre le collecteur et l'émetteur, bah, il est bien fixé ici par le gain du courant qui rentre dans la base. Donc ça, on va dire, c'est pour cette partie donc amplificateur. Hein, donc, comme je l'ai dit, là, le filtre, hein, il est fait par ce système-là. Donc maintenant, pour comprendre comment ça fonctionne, il manque aussi la partie régulation. Qu'est-ce qui fait que le gain de cet amplificateur-là, en fait, ça reste égal à 1. Et là, en fait, c'est là que sur ce genre de montage, c'est pas très facile à comprendre. Parce que sur le pont de Vienne, par exemple, il y a des tas d'oscillateurs où on voit clairement une partie du schéma qui sert à faire ce contrôle de gain. Ici, il n'y a rien. En gros, c'est un petit peu un contrôle de gain implicite, automatique, qui est fait par le point de fonctionnement du transistor. C'est-à-dire, en gros, c'est pas tellement facile à expliquer sans rentrer dans trop de détails, mais je veux dire, ce système, il marche quelque part un petit peu en limiteur. C'est-à-dire que quand l'amplitude commence à devenir trop grande, on va dire, le gain a tendance à diminuer. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et le prix à payer par contre de ça, c'est qu'il va y avoir de la distorsion. C'est-à-dire en gros, c'est pas vraiment un amplificateur qui est très linéaire. C'est-à-dire que le signal qui va être là, c'est vrai qu'il va avoir tendance à pas augmenter indéfiniment, mais il va avoir tendance à être un petit peu, raboté, je veux dire, écrété, et à pas être totalement sinusoïdal. Et alors ça, ce que ça fait, hein, je rappelle que quand une onde n'est pas totalement sinusoïdale, elle fait des harmoniques. Et ça va être un des gros défauts de ce truc-là, surtout qu'il n'y a aucun filtre. C'est-à-dire, en gros, si je le règle pour osciller sur 100 MHz, si je mets un analyseur de spectre ici, j'aurai du 200 MHz, du 300 MHz, et ainsi de suite. Et j'aurai des harmoniques d'autant plus loin comme ça que le truc ici, il n'est pas sinusoïdal. Donc voilà, c'est ça en gros qui fait la limitation là de gain. Et dernier point, qu'est-ce qui fait la modulation de fréquence? Et là, rappelez-vous la vidéo que je vous ai fait il y a pas longtemps, qui vous montrait les effets un petit peu varicap des semi-conducteurs, et je l'avais fait exprès, en prévision de cette vidéo, de vous montrer qu'un transistor. Rappelez-vous, avec le montage que j'avais fait, je vous avais montré qu'en faisant varier la tension base collecteur d'un transistor, j'avais pris un 2222, mais un 547, c'est pareil, on voyait que la capacité parasite qui est entre les deux changeait. Hein, il y a une capacité parasite assez forte, hein, qui est responsable entre autres du fameux effet Miller, qui est entre la base ici et le collecteur. Or, d'un point de vue purement alternatif, ce condensateur qu'il y a entre le collecteur et la base, c'est comme s'il était mis avec la masse. Comme d'un point de vue alternatif, que le condensateur ici soit au plus ou à la masse, ça change rien. Parce que d'un point de vue alternatif, ce qui compte, c'est qu'est-ce qui est soumis au courant alternatif et qu'est-ce qui bouge pas. On va dire que la lime, là, ça reste que du continu, ça peut pas osciller, d'accord? De même que ce point-là, il peut peu osciller en HF vu qu'il est court-circuité à la masse par ça. Donc du point de vue ici de la porteuse, ce point-là, il est quasiment à la masse. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que le condensateur qu'il y a entre la base et le collecteur, il est quasiment en parallèle, on va dire, sur VC1. Et donc, comme le micro ici fait varier un petit peu la tension au rythme de l'ABF, on va avoir cette variation entre la base et le collecteur au rythme de l'ABF. Par l'effet varicap, ça fait varier le condensateur ici, qui se retrouve virtuellement en parallèle avec celui-là, et donc ça change la fréquence d'oscillation. Et voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Sachant que là, le micro, alors en même temps, c'est un peu un montage un peu bizarre, parce que alors ils le disent pas dans le montage, mais il y a des chances que ça soit un micro à électrette, et c'est des micros qui ont besoin d'avoir une polarisation continue. En fait, cette résistance-là, elle polarise à la fois le micro et le transistor. Avec un micro, il y a des types de micros, là, ça marcherait pas, ou alors il faudrait au moins mettre ici un condensateur pour couper la composante continue, ici, qui fonctionne. Hein, voilà, c'est un petit peu ça le système. Enfin voilà, c'est comme ça que le système fonctionne.
Qu'est-ce qu'on peut dire sur les avantages et les inconvénients de ce petit montage? Alors les avantages, il y en a peu. Je veux dire, enfin l'avantage c'est la simplicité. On voit qu'il y a très peu de composants. Éventuellement, bah, enfin, et encore maintenant avec les CMS, on peut faire des trucs plus complexes petits. Enfin, dans le temps, dans la bidouille, ça faisait un truc relativement petit. Et c'est à peu près tout les avantages de ce truc-là. Les inconvénients, il y en a plein. Alors le premier inconvénient qu'il va y avoir là-dessus, déjà, ça va être la stabilité. Ce truc-là, la fréquence va varier tout le temps. C'est-à-dire qu'une fois qu'on va l'avoir réglé sur 100 MHz, il n'arrêtera pas de bouger. Il va être très sensible à la température, parce que surtout avec une polarisation comme ça, dès que ça va chauffer un petit peu un simple courant d'air, il va décaler très très vite. Donc, faudra toujours régler soit l'émetteur, soit le récepteur pour se recaler dessus. De toute façon, il ne faut pas rêver quand on veut faire un oscillateur pour un émetteur, tant qu'on n'a pas un système qui est stabilisé par un quartz avec une PLL ou direct. Enfin, on n'aura jamais tellement de la stabilité. Donc ça, déjà, ça va être, on va dire, son premier défaut. Son second défaut, c'est que, comme je l'ai dit, selon le type de transistor, et ici les réglages, l'onde ici, elle va être très loin d'être pure. Ça veut dire que, bah voilà, comme j'ai dit, il va y avoir des harmoniques partout, et c'est pas terrible. Alors là, c'est pas dramatique, parce que si vous faites un truc comme ça, vu la portée qui est très faible, je veux dire, vous allez, a priori, vous prenez même pas le risque de vous faire gauler, quoi. C'est interdit d'émettre si on n'est pas radioamateur avec des matériels aux normes. Mais je veux dire, avec ce truc-là, comme j'ai dit, la portée, elle va être quoi peut-être 100 mètres, et encore, j'ai du mal à y croire, quoi. Donc c'est pas très grave. Mais enfin, dans le principe, quand même, voilà, ça veut dire que l'onde en sortie, elle est pas pure. Dans les défauts, on peut citer une modulation qui est très difficile à contrôler, parce que la profondeur de modulation, c'est en fait l'excursion en fréquence ou en ABF, bon, elle va dépendre vachement de l'amplitude là du micro, elle va dépendre vachement de la capacité parasite, qui est quelque chose qui est très variable, même d'un composant à l'autre. Ben voilà, on va entendre quelque chose, mais la qualité, de toute façon, sera pas bonne. Déjà, ça sera pas du tout linéaire, ça sera toujours avec trop ou trop peu de modulation. Enfin, voilà, c'est vraiment quelque chose, au niveau de la qualité de BF du son, ça va être pourri de chez pourri. Autre défaut de ce montage, sa répétabilité. Une fois qu'il sera réglé, vous changez le transistor, et si ça se trouve, il ne marchera pas, il faudra retoucher ce condensateur ou changer. Ben voilà, c'est vraiment un truc d'expérimentation bidouille. Mais à la limite, pour comprendre comment ça marche et s'amuser, je me rappelle en avoir fait quand j'ai débuté en électronique. Je dis pas du tout que c'est pas bien, mais voilà, ce que je veux dire, faut pas... Enfin, vous dire que vous allez vous faire un micro sans fil de qualité avec ce montage-là, ça serait complètement faux. Voilà pour cette vidéo qui, j'espère, vous aura intéressé. Alors, c'est vrai que bon, je n'ai pas eu le temps là de vous faire des manips, mais regardez la vidéo que j'avais fait sur voilà l'émetteur FM avant, et là-dessus, en plus, j'avais fait quelques oscillogrammes et des vues justement du spectre en sortie, si vous voulez voilà approfondir. Et puis surtout, encore une fois, rappelez-vous que ce genre de vidéo, c'est de la vulgarisation, mais je vous mettrai quelques liens, et si vous voulez approfondir un petit peu justement toutes ces histoires de critères de Nyquist, Barkhausen, tout ça, je peux que vous encourager à aller les voir. Je vous ai mis des liens en français, si vous voulez approfondir ça. Et j'en profite aussi pour vous rappeler que donc samedi prochain à 21h, le 2 octobre, je fais un petit live, comme à peu près tous les mois. Et voilà, si en plus vous avez des questions à me poser sur ce montage, j'y répondrai avec plaisir. Tiens Maurice, ça va Maurice? Tu voudrais encore me poser une question. C'est quoi ta question? C'est quoi une langue morte? Comment dire? Une langue morte, c'est une langue que plus personne ne parle. Le latin? Ah non, le latin, regarde, cunilingus, c'est pas une langue morte. Là-dessus, que le grand quartz vous fasse de belles oscillations, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.